Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. Comme d'habitude, on est content de vous retrouver, d'autant plus que les bonnes nouvelles s'enchaînent pour l'OGC Nice après une qualification quasi inespérée pour les huitièmes de finale de la Conference League. C'est une nouvelle victoire en championnat, acquise certes au forceps face à l'ogre du Stade Brestois, mais malgré tout une victoire, une deuxième victoire à domicile et puis une neuvième place désormais confortée pour l'OGC Nice en attendant un dernier déplacement avant la trêve pour la Coupe du Monde, mais on ne se projette pas encore à Lyon. On va rester un peu à Nice et à cette rencontre face à Brest qui a eu lieu là il y a quelques heures. On enregistre dimanche soir un peu tout de suite au retour du stade. Pour débriefer, décortiquer ce match, cette victoire de l'OGC Nice, j'ai le plaisir d'accueillir Pancho. Salut Pancho, comment vas-tu? Salut Sky, bonsoir à toutes et tous. Écoute, ça va très très bien, très content. On est sur une bonne série, on gagne, on ne prend pas de but, tout va bien. Alors, je ne vais pas trahir les secrets du off, mais tu es vachement plus enjoué que quand tu as parlé du match. Donc, je sens que ton humeur va décroître au fur et à mesure qu'on va évoquer la Comptablement, performance des Aiglons. Mais comptablement, co- oui, enfin, bien sûr. voilà. Il fait ses débuts dans Avantini. Ça, c'est sa première avec nous. C'est Hugo. Salut Hugo, comment ça va? Salut Sky, ça va super. Salut Pancho aussi. Bah, super content de faire ma première dans cette émission avec une victoire en plus. Donc, Voilà, voilà. Hugo, un beau prénom pour un supporter niçois, hein. Je pense on t'a fait la remarque à peu près un demi-million de fois dans ta vie, mais bon, on est obligé. Écoute, bienvenue, merci. Alors, pour ne pas trahir de secret, Hugo nous a juste envoyé un message sur Twitter pour demander: «Hey, j'aimerais bien participer à l'émission». Donc, si jamais ça vous intéresse, aussi, promis, on ne filtre, pas grand monde pour ne pas dire personne. C'est juste une question d'organisation et ça s'est, bien goupillé avec Hugo. Là, forcément, on va faire moins d'émissions avec la trêve internationale qui approche. Mais pour 2023, n'hésitez pas, on va essayer de réorganiser des libres antennes, vous faire passer un peu plus souvent au micro. On fait de notre mieux, j'ai juste une capacité d'organisation assez délicate. Bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie, 36-15 My Life, ça intéresse personne. Mais parlons ballon et parlons football, messieurs. L'OGC Nice qui a gagné cette rencontre face à Brest. Alors on espérait une victoire forcément un peu plus facile et peut-être un peu plus ambitieuse dans le jeu. Alors on n'y est pas encore, mais tu le rappelais, Pancho, c'est déjà une victoire qui fait du bien pour du comptable. On poursuit notre série d'invincibilité. On continue à s'ancrer, à remonter dans ce top 10. En fait, c'est peut-être le premier moment de la saison où on respire et où on arrive à être un peu optimiste. Ouais, c'est vrai. La série, elle est plutôt bonne depuis la trêve. Hormis cette soirée cataclysmique pardon, contre le Slovako à domicile, qui était en Europe, finalement, en championnat. On s'en sort plutôt bien, voire très bien. Je crois qu'on est dans le top 3 des meilleures séries de Ligue 1 actuelle. Donc oui, c'est très bien, une bonne opération comptable. On continue à grappiller un peu notre retard sur les principaux concurrents. Donc oui, à défaut d'avoir vu un match plein, un match maîtrisé, contrôlé, on a gagné, on n'a pas pris de but. Diop a mis un beau but chanceux, ou Laborde d'ailleurs, on ne le saura peut-être, on ne A saura peut-être priori, jamais. il aborde, hein, je vous invite à Voilà. regarder la petite vidéo sympa sur le site du gym d'ailleurs où dans le vestiaire, ils se disputent la paternité de ce but. Bon, normalement, le règlement devrait l'attribuer à Gaëtan Laborde, qui est à la fois le mec le plus chanceux et le plus malchanceux du groupe. Je ne sais pas comment c'est possible, mais Ce serait donc un troisième but en 3 matchs consécutifs pour Laborde, ce qui est quand même plutôt pas mal pour, enfin, toutes compétitions confondues. en tout Donc cas, oui, on le oui, lui souhaite. voilà. Donc très positif. Maintenant, on va s'attarder, je pense, plus en détail sur le contenu, quoi. Bien sûr. Hugo, plutôt de bonne humeur du coup là, ce soir, quelques heures après le coup de sifflet, final. On ne perd pas. On va parler, décortiquer le contenu qui bien sûr, a besoin de s'améliorer en 2023. Mais là, l'OGC Nice, on peut définitivement dire qu'il y a du mieux depuis cette trêve internationale. Bah, clairement, oui, surtout qu'on gagne pas mal de matchs tournants. Le match de Coupe d'Europe déjà contre Cologne, c'était peut-être le match le plus important de la saison pour l'instant avec celui contre Tel Aviv. Et celui-là, c'était vraiment le match tournant au niveau classement pour basculer dans la première partie de tableau et surtout en plus à l'approche de la trêve, passer la trêve dans le top 10 et rattraper un petit peu le début de saison manqué. Donc même si encore une fois, on n'a pas vu une qualité de jeu incroyable à l'Alliance cet après-midi, bah, on a fait l'essentiel et ouais, Gaëtan Laborde, à l'image du gym en ce moment, un peu à l'arrache, un peu malchanceux, mais chanceux en même temps. On sait pas trop où on va, mais on gagne, donc tant mieux.
Alors, je suis pas spécialement superstitieux, messieurs, décidément, j'adore raconter ma vie aujourd'hui. Mais, enfin, blague à part, on a aussi l'impression, et ça compte dans le foot, on le sait, toute superstition, mise à part, qu'il y a un peu aussi le karma et la chance qui a tourné pour l'OGC Nice, qui avait énormément d'occasions et qui n'arrivait pas à marquer, qui a touché on ne sait pas combien de fois le poteau. Encore une fois, d'ailleurs, cet après-midi. Mais là, tu vois que Brest, qui peut tuer le match dès le début avec cette transversale, ben, du coup, n'y arrive pas. Toi, tu marques sur encore un but un peu loufoque de Gaëtan Laborde. Donc, tu te dis aussi, en fait, tu provoques cette chance, cette réussite. C'est voilà, les dieux du football qui, finalement, bah, ils pouvaient pas non plus nous mettre la tête dans la cuvette des chiottes éternellement. Donc, du coup, enfin, ça réussit. Comment est-ce que vous interprétez, voilà, est-ce que c'est la volonté des joueurs, une équipe qui joue un peu plus ensemble et qui est récompensée, ou est-ce que ben, fatalement, tous les points qu'on a perdus sur des montants sur le début de saison, fallait bien que ça s'inverse à un moment? C'est une résultante de plusieurs choses. C'est déjà un collectif beaucoup plus cohérent, autant dans le dispositif que dans le choix des hommes. C'est, des joueurs qui sont dans une bonne phase. Je pense forcément à Laborde, on va dire les tauliers que sont Lemina, Todibo, et puis, oui, je pense que c'est, de toute manière, voilà, tu as cette réussite, si tu la provoques aussi, hein, on parle de Laborde, de ses poteaux, mais effectivement, on a cette réussite-là aussi parce que, Brest touche le poteau. Lotomba fait un sauvetage, incroyable, en Encore deuxième un. mi-temps. Encore un. Mais je pense que de manière générale, le groupe semble mieux vivre. Favre a l'impression, enfin en tout cas j'ai l'impression qu'il a plus la main mise un peu sur son groupe. On l'a vu, enfin on en reparlera peut-être, mais passer une soufflante à ses joueurs comme jamais on l'a vu peut-être à l'OGC Nice. Donc oui, ça a l'air d'aller mieux à tous les points. On a une direction sportive, voilà. Donc ça se met Invaincu petit à depuis petit. l'arrivée de notre Voilà. directeur sportif, hein. Bon, je suis pas sûr qu'on doit y voir une relation de cause à effet, mais ça a sûrement apporté de la sérénité au club et au groupe. Oui, tout à fait. Donc, j'ai l'impression que ça va mieux sur pas mal de points et donc forcément quand ça va mieux sur pas mal de points, bah, tu récupères un peu, voilà, les fruits sur le terrain et ça passe aussi par de la réussite, voilà. Hugo, le président River, disait en après-match, le groupe vit bien. Donc, au-delà d'une formule usée et surannée, est-ce que c'est ça en fait? Les résultats suivent, le club, enfin le club et le groupe vivent mieux. Du coup, il y a un peu plus de confiance, il y a une équipe qui se crée. Du coup, ça provoque des meilleurs résultats. Est-ce que l'OGC Nice en fait est entré dans un cercle vertueux depuis quelques semaines? Ouais, je trouve que ça se sent. Au début de saison, on se rappelle des matchs où l'implication c'était proche du néant, quoi. Il n'y avait pas de pressing, il y avait pas de, les joueurs se battaient pas les uns pour les autres. Et là, depuis quelques matchs, même si le jeu est pas exceptionnel, on sent quand même que les joueurs sont investis, sont impliqués. On se rappelle du début de saison où c'était un peu le bazar entre les joueurs qui devaient partir, ceux qui sont finalement restés, où on n'avait pas un effectif clair. Là, les joueurs, ils sont là pour la saison, ils le savent. Il y a des objectifs qui ont été atteints comme la qualification en Coupe d'Europe. Donc ouais, et puis Pancho a dit le mot juste, hein, c'est la cohérence. En disant, en début de saison, je trouve que Favre, c'était peut-être un peu trop ambitieux ce qu'il tentait de faire avec les joueurs à disposition, avec cette espèce de 3-4-3 avec des joueurs dans les demi-espaces. Là, on est sur un 4-4-2 un peu basique qui peut se transformer en 4-3-3 avec Boudaoui. Et ça fait le travail pour l'instant. Et en attendant la trêve, et on espère des renforts au mercato. Rentrons sur la partie terrain du coup de cet après-midi. Alors vous connaissez un peu le format de l'émission, hein. On va déjà un peu décortiquer ligne par ligne ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Puis après, il y a naturellement nos coups de cœur de cette semaine. Et moi, je pense qu'il y a au moins un ou deux coups de cœur qui commencent à devenir récurrents dans cette équipe. Mais voilà, on va peut-être déjà commencer par bah, éliminons tout de suite le sujet Kasper Schmeichel, hein, parce que de toute façon, c'est un sujet à chaque émission, pour le Mmh. meilleur comme pour le pire. Donc il y avait eu ce match à Lorient où on n'avait rien eu à dire, ce match à Cologne où il avait longtemps tenu la baraque avant de peut-être être un peu coupable sur le premier but des Allemands. Là, très honnêtement, je pense, après vous me donnerez votre avis, je pense que c'est son match le plus complet sous le maillot de l'OGC Nice. Il a arrêté tout ce qu'il avait arrêté. Il a même osé quelques sorties. En plus, je l'ai trouvé en fait plus rassurant, que ce soit pour ses défenseurs et surtout pour nos pauvres petits cœurs de supporters. Là, en fait, j'ai vu un gardien complet qui était capable de faire des arrêts sur sa ligne.
sortir, même si très clairement ça sera jamais un goal volant non plus, et rien à lui reprocher. Alors bon, on peut mettre ça sur le dos de la faiblesse de l'adversaire aussi, mais il a fait les arrêts qu'il fallait, il a été suppléé par sa défense quand il fallait. On a l'impression que dans la communication, ça se passe beaucoup mieux. Alors bon, on peut peut-être après, peut-être que je surinterprète certaines images, mais sur le terrain, c'était mieux avec ses coéquipiers. Dans le vestiaire, on a vu dans les médias du club, c'était mieux. Est-ce qu'en fait, débarrassé de son principal concurrent, et maintenant que ça fait 3 mois qu'il est là, Kasper Schmeichel n'est pas en train de faire sa place dans le but niçois? Déjà, j'étais en train de regarder, je crois que c'est son deuxième clean sheet en Ligue 1. Après Premier, non? le match à Ajaccio, non? Il n'était pas titulaire? Je vérifie. Non, oui, sur le match de cet après-midi, franchement, rien à lui reprocher. Comme tu l'as dit, il a été décisif. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Clean sheet, trop rare, mais bien présent. Effectivement, il est sorti plusieurs fois de sa surface de réparation. J'ai notamment cette balle dans la profondeur en fin de deuxième mi-temps, là où il soulage justement sa défense centrale. C'est bien, c'est bien. Je pense que pour lui aussi, c'est une bonne nouvelle parce que, comme on l'a dit en off, la Coupe du Monde se profile. Donc, il faut pour lui et pour sa sélection qu'il soit au top. C'est bien, il revient bien. C'est ce qu'on attendait de lui dès que sa signature en fait à l'OGC Nice. Maintenant, voilà, je pense qu'on peut considérer qu'il est adapté, qu'il est bien inclus dans le groupe. On le voit plus sur les images du club, qui laisse moins de doutes sur ce qu'on pouvait penser il y a quelques semaines. Pendant la trêve Donc, internationale, quand pendant la trêve internationale, tout à fait. les histoires de l'équipe Euh, sont sorties, effectivement. Tout à fait. Donc, oui, très content. Il a été décisif. Et ça, clairement, ça change la donne. Et oui, donc ce deuxième clean sheet après celui Ajaccio, je On confirme. l'a vu en début de match, hein, pour ceux qui étaient au stade, et notamment du côté populaire sud. Il est arrivé, il s'est, enfin, on va dire, présenté à la tribune, mais il est arrivé devant, il a applaudi. La tribune a scandé son nom, donc c'est déjà aussi une relation un peu plus saine et apaisée que ce qu'on pouvait vivre ces dernières semaines. Derrière, il fait le match qui est dans une série de relatives bonnes performances quand même, là, 3 de rang. Effectivement, c'est cette montée en puissance vers la Coupe du Monde. Il est débarrassé de cette situation inconfortable de turnover avec Marcin Bulka. Il y a peut-être des choses qui ont été mises au clair aussi avec l'état-major du gym et puis avec son entraîneur Lucien Favre. Hugo, voilà, est-ce que en fait, Kasper Schmeichel apporte en fait enfin ce qu'on attendait de lui? C'est de mieux en mieux, en tout cas dans le niveau sportif, il y a pas grand-chose à dire à part sur les quelques derniers matchs, à part ce premier but contre Cologne, mais qui avait compensé avec beaucoup de parades décisives. Puis ce qui m'a surtout déçu de Schmeichel sur le début de saison, c'est au-delà du sportif, c'est le comportement, enfin, son manque de leadership. On s'attendait en le prenant à avoir un patron, un mec qui pourrait tirer ses coéquipiers dans le bon sens. Puis j'ai trouvé intéressant ce que Favre a dit en conférence de presse. Il a dit qu'il a confirmé un peu ce qu'on disait, qu'il semblait plus intégré, qu'il le trouvait plus souriant. Et du coup, oui, ça augure que du positif, en espérant que ce soit pas juste à cause de la Coupe du Monde qui arrive très prochainement. Bon, bah, l'affaire Schmeichel, enfin le cas Schmeichel, n'en parlons pas davantage. On se félicite. On a beaucoup bavé sur lui quand ça se passait mal, Mm. y compris sur le terrain et en dehors du terrain. Là, depuis 3 matchs, il n'y a pas grand-chose à dire. On va même pas lui tenir rigueur de ce premier but face à Cologne. Il faut bien que des fois, il prenne des buts aussi. Mais voilà, encore une nouvelle bonne performance. Un vrai match référence à Lyon face à une grosse équipe, là, du coup, qui l'attend vendredi prochain. S'il nous sort le même type de prestation et qu'on rapporte des points du Parc OL, je pense qu'on pourra l'envoyer avec grand plaisir en sélection, et notamment face à l'équipe de France. Messieurs, on va continuer, on va remonter le terrain petit à petit. Je voudrais qu'on parle surtout de la défense, du coup, qui a participé à ce clean sheet, et je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont succédés. Il y a des choix forts de Lucien Favre, et notamment par rapport à Jordan Lotomba. Je voudrais commencer par peut-être ce qu'on va éluder le plus rapidement possible. La charnière Dante-Todibo, un match monstrueux des deux joueurs. J'ai trouvé vraiment les deux impériaux. Bon, Todibo, toujours le même monstre dans le duel, le même patron sur le terrain. Dante, extrêmement propre dans la lignée de ses performances de ces derniers jours également, où il a su répondre présent dans les moments importants.
Là, on se dit avec une telle charnière centrale, si jamais les deux arrivent à rester au niveau longtemps, on avait vu cette défense à 3 avec Pablo Rosario, avec Mattia Vitti qui marchait pas mal. On avait oublié qu'en fait, cette défense à 2, elle était aussi parfaitement adaptée aux ambitions du gym. Co-meilleure défense de Ligue 1 l'année dernière, sur la lignée d'une prestation incroyable à Cologne où ils ont tenu la baraque, on le rappelle, avec des prestations très compliquées des deux latéraux. Donc il y a eu beaucoup plus de boulot pour eux jeudi soir. Non, ils ont été impériaux, ils ont été voilà, les rocs, les capitaines, les lieutenants, on les appelle comme on veut. Voilà, ils ont fait le job pendant 93 minutes, régulier, propre, rassurant. Pas grand-chose d'autre à dire par rapport à Dante Todibo, au top. D'ailleurs, petit point statistique, l'OGC Nice est 4e défense de Ligue 1, derrière les 3 premiers, Paris, Lens et Rennes, à égalité avec nos adversaires de la semaine prochaine, Lyon. Donc statistiquement, c'est peut-être un poil moins bon que la saison dernière, mais on reste vraiment sur des statistiques de haute volée. Après le temps que tu as passé dans la deuxième partie de tableau, être toujours 4e défense de Ligue 1, c'est vraiment impressionnant. Mm. Hugo, un mot à dire sur notre charnière qu'on adore, hein, humainement, sportivement, à l'image de ce qu'on attend à l'OGC Nice. C'est un vrai plaisir encore d'avoir ces deux-là à ce niveau-là. Ah, franchement, top, hein, c'est solide, c'est le mot pour les définir. Todibo, pas grand chose à dire sur lui, il est dans la lignée de tout son passage à l'OGC Nice. Et Dante, comme chaque année, finalement, on l'enterre un petit peu début août, en début de saison, parce qu'il met toujours un peu de temps à rentrer dedans. Mais avec l'enchaînement des matchs, on retrouve le Dante qu'on aime, c'est-à-dire solide dans le duel, propre techniquement, patron de la défense, donc top, et en espérant que ça continue. Bon, c'était pas très compliqué, je m'attendais pas à un débat sur le sujet, je vous avoue. Je voudrais parler des latéraux, par contre ça c'est un débat éternel dans cette émission, et tant que le problème ne sera pas réglé au mercato d'hiver, je pense que ça risque de continuer pendant encore longtemps. La titularisation d'Attal qui moi m'a un peu surprise vu l'enchaînement des matchs. Après c'est vrai qu'il était sorti assez tôt quand même à Cologne, mais bon, avec Youssef Attal, le problème c'est qu'on aurait envie de le voir 90 minutes à chaque match, mais on a toujours peur qu'il y ait un pépin physique. Alors bon, cette saison, ça se passe beaucoup mieux, ça s'est encore très bien passé, et je trouve qu'il a encore fait une super prestation. Par contre, le choix de Lucien Favre de titulariser Jordan Lotomba à gauche devant Joe Bryan, est-ce qu'on doit y voir une simple rotation de l'effectif, ou est-ce que pour vous, c'est une récompense pour les bonnes prestations de Jordan Lotomba ces dernières semaines, ou est-ce que c'est un désaveu pour Joe Bryan qui du coup n'est même pas titulaire alors que son concurrent direct, Melvin Barr, était lui suspendu? Pour moi, c'est un désaveu pour O'Brien, et c'est surtout une récompense par rapport à la rentrée de Lotomba. Enfin, ses rentrées à Lorient et contre Cologne qui ont été plutôt bonnes, j'ai trouvé. Je, à mon sens, le choix était bon parce que Brian, on l'a vu, hein, c'est pas un très très bon défenseur. Il s'épanouit plutôt voilà, dans ce dispositif en 3-4-3 parce qu'il a une qualité technique peut-être qui correspond plus à un latéral offensif. Défensivement, c'est Il peut se hyper permettre de léger. moins défendre, effectivement, quand il y a 3 défenseurs derrière lui. Aussi, et donc ça pose quand même beaucoup plus de questions lorsque tu es à 4 derrière, et parce que Lotomba, depuis qu'il est à l'OGC Nice, c'est pas la première fois qu'il joue latéral gauche. Il a joué quelques fois à ce poste-là, et à chaque fois il a répondu présent. J'ai le souvenir d'un match à Rennes, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois que c'était l'année dernière, où il avait été très très bon avec nous. Donc ouais, des aveux par rapport au recrutement, parce que voilà, c'est un panic loan, on le sait, on a vu les limites, on a vu les limites du joueur qui est Brian, et ça fait le taf. Le seul problème, c'est que voilà, Lotomba à la fin se tenait un peu la jambe. Attal, on sait que on marche un peu sur des œufs avec lui. Le problème, c'est que voilà, normalement Lotomba c'est la doublure d'Attal. Si tu le fais jouer à gauche, derrière tu as toujours ce problème de profondeur de banc On au a poste de revu latéraux. Antoine Mendy, du coup, hein, Ouais, qui s'installe petit à petit dans le groupe pro. Ça, c'est une bonne nouvelle. il a fait une bonne rentrée, il a été intéressant, il a été dur sur l'homme, il n'a pas fait de prise de karaté Pas de dans la middle surface. kick dans la surface sur un attaquant serbe cette fois. Donc,
Donc non, non, bonne rentrée. Il a envie. On sent qu'il a beaucoup, beaucoup d'énergie et qu'il reste peut-être encore à canaliser parce qu'il est très jeune. Mais ouais, en fait, voilà, j'ai trouvé même le match de Lotomba plutôt intéressant, décisif aussi par son sauvetage. Mais voilà, ça pose quand même question par rapport à la rotation et c'est le seul bémol avant le mercato qui arrive, voilà, qui me pose question. Hugo, avant de parler du mercato, surtout que tu as déjà un peu lancé le sujet tout à l'heure, bon choix finalement de Lucien Favre pour les latéraux aujourd'hui? Bah, bon choix, hein, comme Pancho l'a dit, à partir du moment où on repasse à une défense à 4, Joe Bryan, c'est pas possible. Quand on l'a vu contre Nantes, alors même qu'on était encore dans le 3-4-3, il avait été catastrophique défensivement. Donc là, dans une défense à 4, avec en plus, sur son côté, Bilal Brahimi, qui est pas non plus le joueur qui fait le plus de replis défensifs, c'était pas possible quoi de présenter un côté gauche comme ça. Et Lotomba qui fait fidèle à lui-même, quoi, offensivement un peu brouillon, défensivement capable de bonnes choses comme son sauvetage. Donc bon choix de la part de Lucien Favre dans le contexte du match, oui. Hugo, garde la main. Imagine au mercato, tu as un quelconque pouvoir de décision sur la question, parce que j'en parlais ce matin, pas avec l'ami Badagous, qu'on embrasse sur son crâne lisse, d'ailleurs, et qui revient quand il veut dans l'émission. Mais tu as le choix, en fait, pour au poste de latéral gauche au mercato d'hiver. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu recrutes un troisième spécialiste du poste, sachant que tu as Lotomba qui peut te dépanner en cas de besoin et mieux que dépanner, comme on l'a vu aujourd'hui éventuellement. Est-ce que tu essayes de voir si tu peux vendre Melvin Barr? Est-ce que tu casses le prêt de Joe Bryan pour pouvoir libérer une place et faire venir quelqu'un? Ou est-ce qu'au final, sauf méga opportunité, genre prêt d'un international pour la fin de saison, finalement le statu quo, c'est pas l'idéal, mais on n'aura pas mieux? C'est compliqué parce que le mercato d'hiver, on sait qu'on peut jamais faire de grosses affaires, mais si on veut avoir de l'ambition sur la fin de saison, notamment en Coupe d'Europe, on pourra pas se présenter avec des latéraux gauche comme Melvin Barr, Joe Bryan ou même Lotomba repositionné. Donc tout dépend des ambitions du club. Si on considère vraiment que c'est la 14e saison de transition et qu'on se contente de finir dans le top 10 et de perdre en 8e de Conference League, ce qui serait un moindre mal vu le début de saison chaotique, soit on a un peu d'ambition et on veut faire quelque chose dans cette fin de saison. Et là, ouais, tu es obligé d'aller chercher un latéral gauche correct au mercato. Ouais, tout pareil. Si on a la possibilité de résilier le prêt de Brian, je pense il faut le résilier. Et effectivement, on a des ambitions. Ça a été annoncé avant le début de saison. On va pas rappeler tout ce qui a été dit, mais voilà, on a un huitième de finale de conférence. On a encore quelque chose à jouer en championnat, même si on a pris Éventuellement un en peu Coupe de de retard. France aussi, hein, qui va démarrer. Oui, tout à fait. Mais ouais, ouais, taper un bon latéral gauche au mercato hivernal. Peut-être relancer un Parisi, là, la piste de Favre, hein, on ne sait pas. Mais oui, c'est clair qu'il va falloir améliorer l'équipe considérablement. Bon, après, on sait que c'est compliqué hein, par rapport à la profondeur de l'effectif, la situation un peu contractuelle, le prêt de Joe Bryan, tout ça. Faudra avoir les opportunités sur le marché parce que bon, l'idée, c'est pas de reprendre un mec moyen et du coup de devoir refaire une lessive au mercato estival 2023. Mais bon, bizarrement, depuis janvier 2022, on sait que c'est le poste qu'il faut bosser. Et bon, voilà, on l'a répété suffisamment de fois dans cette émission. On espère que notre nouveau directeur sportif déjà l'a remarqué sans avoir besoin d'écouter notre émission et surtout travaille déjà un peu sur ce poste-là qui, je pense, est un poste essentiel. On pourrait presque revenir au départ de Dalbert, hein, tellement on est dans la merde pour ce poste-là. Messieurs, je vous propose de passer à la suite. Je vais un peu mélanger parce qu'en fait, c'est un peu compliqué de différencier le milieu de terrain et l'attaque, je pense, avec ce système hybride entre le 4-3-3 et le 4-4-2 qui nous a été proposé par Lucien Favre. Alors déjà, première question, peut-être légèrement provocatrice, mais du coup, Lucien Favre ne serait pas tout bêtement revenu à la recette du succès de Christophe Galtier, c'est-à-dire ce 4-4-2 hybride avec Boudaoui qui déjà, il y avait une équipe avec et une équipe sans Boudaoui la saison dernière. Bah là, depuis le retour de Boudaoui, très clairement, ça va mieux. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est aussi parce que du coup, les joueurs, pour ceux qui étaient déjà là la saison dernière, retrouvent un schéma plus simple et qu'ils connaissent déjà? Est-ce que c'est Boudaoui, le facteur X, qui améliore considérablement l'OGC Nice? Qu'est-ce que vous pensez de ce choix de revenir à cette composition qui, très clairement,
semble mieux fonctionner avec les joueurs niçois? Beh, de mon côté, ça sonnait comme une évidence quand on a vu le, eh bien, le développement du 3-4-3 et surtout le rendu, dans le jeu. Moi, ce qui m'interpellait vraiment dans ce 3-4-3 là qu'on a vu pendant 5-6 matchs, je crois de mémoire, c'était les 2 milieux de terrain. Et ça, moi, je réclamais un troisième milieu de terrain. On a 3 milieux de terrain et on voit que, eh bien, on prend moins l'eau, on est beaucoup plus, voilà, cohérent, on arrive à être meilleur dans les transitions, même si il y a encore eu de nombreux mauvais choix faits cet après-midi. En fait, pour Boudaoui, je pense que c'est un peu la surprise du chef dans le sens où peut-être que Favre et sûrement depuis le départ savait qu'il allait l'aligner, Mmh. savait qu'il allait compter sur lui. Malheureusement, il a eu, quelques blessures et là, c'est vrai que, bah, ça coïncide aussi à la bonne phase, de l'équipe avec des prestations, très abouties de Hicham Boudaoui. Donc, oui, je pense surtout un retour à 3 et ouais, Boudaoui qui a justement cette intelligence de jeu-là, de pouvoir en même temps compenser les montées d'Atal et avoir cet apport défensif et en même temps eh bien, se placer dans les demi-espaces pour eh bien porter la balle ou couper une trajectoire. Enfin, il est très complet comme joueur. Et puis je pense aussi qu'avec l'enchaînement des matchs, Favre a dû abandonner, pas abandonner, mais mettre de côté l'idée d'avoir le style de jeu très ambitieux qu'il prenait avec son 3-4-3 et de se dire on va revenir à la base clairement puisqu'on en avait besoin et vu qu'il n'a pas le temps de travailler, vu qu'on joue tous les 3 jours, il s'est dit le 4-4-2 c'est le schéma parfait, ça coïncide avec le retour de blessure de Boudaoui, donc il a fait ce qu'il fallait et pour l'instant ça marche bien. Ouais, on verra peut-être pendant la trêve internationale le temps de travailler un peu plus, tactiquement, d'autres schémas, notamment ce 3-4-3. Donc c'est vrai que ça, voilà, ça colle très, très bien aux qualités de Hicham Boudaoui que Christophe Galtier avait vraiment installé à ce poste-là, la saison dernière, et on sait que ça marchait mieux pour le gym quand, le prince de Béchar était là. Il y en a un qui m'a un peu plus, déçu cet après-midi. Alors, j'ai eu des mots assez durs sur lui, à l'issue de la première période. Je suis quand même obligé de tempérer un peu mes propos, parce que sa deuxième période a été, j'ai trouvé, quand même beaucoup plus correcte. Elle aurait même pu être récompensée d'un but, puisqu'il s'est procuré 2 ou 3 occasions. Je parle évidemment d'Aaron Ramsey. Aaron Ramsey, en fait, je vais vous poser la question, et c'est pas un effet de style d'animation, c'est une vraie question d'un supporter à d'autres. J'ai beaucoup de mal, en fait, à déterminer quelle serait la façon d'exploiter au mieux les qualités d'Aaron Ramsey, parce que Pancho a parlé de ce milieu à deux, notamment quand il était avec Kefren Turam, où on sentait que les profils étaient trop similaires. Ça sacrifiait un peu Kefren Turam dans des rôles défensifs, et du coup, ça semblait un peu déséquilibrer le milieu, la présence de Aaron Ramsey. Là, on l'a vu assez bas en première période, et avec du coup, en conséquence, énormément de pertes de balles. Je trouvais que quand il était 20 mètres plus bas, il savait pas trop quoi faire du ballon. Ça partait souvent derrière quand ça partait pas sur Andrea Pirlo Lesmelou, comme tu le disais, Pancho. Mais voilà, blague à part, en deuxième période, il a joué un peu plus haut. C'était mieux, j'ai trouvé. Mais encore loin de ce qu'on voyait de lui en tout début de saison, au mois d'août, où c'était une des rares satisfactions de l'OGC Nice. Qu'est-ce qu'en fait vous pensez d'Aaron Ramsey? Est-ce que c'est un joueur fait pour un 4-3-3 classique, et du coup, tant qu'on n'y est pas arrivé, ou un 3-4-3, il va rester dans ce rôle un peu hybride où il va mettre en difficulté ses coéquipiers et se mettre en difficulté lui-même? Ou est-ce que c'est une conséquence de son peut-être manque de stabilité physique aussi, et de manque de repères avec le reste de l'effectif? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous étiez sur le banc de l'OGC Nice, est-ce que vous auriez un moyen, selon vous, d'exploiter au mieux les qualités d'Aaron Ramsey? Alors Moi je je trouve vais ouais, vas-y Hugo, vas-y, je t'en prie. Ok, merci. Je trouve que ça dépend en fait du contexte du match parce que quand il débute, moi je le trouve, je pense il se gère physiquement, d'autant plus avec la Coupe du Monde qui arrive. Donc j'ai l'impression qu'il donne pas, qu'il y va pas à fond, quoi, qu'il se retient un peu. Alors que quand il sort du banc, comme à Lorient ou comme contre Cologne, quand il faut tenir un score, bah, je le trouve plus intéressant pour faire circuler le ballon, pour calmer, pour relancer. Alors que par exemple, en première mi-temps, on avait besoin de mettre du rythme. Je le trouvais un peu Il, timoré, un il peu limite. ralentit le jeu, du coup, tu penses? Ou il Ouais, se ouais. ralentit Moi, lui-même en vue de la Coupe du Monde, ce qui serait légitime, même si regrettable? un peu des deux, je pense. Donc moi, je pense que la meilleure option pour Ramsey, c'est ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs, c'est l'entrée à l'heure de jeu selon le contexte du match pour tenir le score. Mais dès le début, c'est compliqué, je trouve.
Pancho, est-ce que c'est la titularisation physiquement c'est compliqué par rapport à ces saisons blanches, la Coupe du Monde, voilà, peut-être pas la capacité de prendre le leadership technique non plus au milieu de terrain comme on l'attendait, comme on l'espérait? Alors déjà par rapport à sa performance, une première mi-temps très compliquée, beaucoup de mieux en deuxième mi-temps. Il s'est procuré des occasions, il a été beaucoup plus, on va dire présent. Par rapport à son utilisation, je trouve que physiquement ça va. Enfin en tout cas sur le match de cet après-midi, je l'ai pas trouvé, parce que c'est vrai qu'en début de saison, 60-65e, tu le voyais traîner la patte un peu, tu voyais que c'était compliqué et il devait être remplacé aux alentours de la 70e lorsqu'il était dans une bonne phase. Ensuite, par rapport à son utilisation dans le jeu, Wenger, lorsqu'il a fait sa visite à l'OGC Nice, disait Ramsey est intéressant parce que justement, il a une projection dans la surface adverse et il a un profil plus offensif qu'on le croit. Et je le trouve très intéressant lorsqu'il est dans la surface adverse. Notamment l'action, là, le jeu à deux avec Pépé en première mi-temps, où justement, il aime bien jouer dans les petits espaces, il est à l'aise et surtout, il a une sorte de sang-froid, autant pied gauche que pied droit, pour faire la passe ou tirer, etc. Je pense qu'à utiliser, je l'utiliserai plutôt en fonction, voilà, le faire rentrer lorsque on a besoin d'avoir de la présence et de la projection vers l'avant. Est-ce que pour vous, la cohabitation avec un Khéphren Thuram, c'est possible? Tous les deux sur le terrain, je parle, hein, après, ils C'est font ce qu'ils une veulent dans leur vie immobilière, mais C'est une bonne question. Si tu parles de Thuram des dernières semaines, ouais, le football a du mal à cohabiter avec lui, donc déjà, effectivement. c'est déjà ça. Mais oui, ça peut le faire. Ça peut le faire parce que Thuram, il a quand même un profil assez unique hein, en la Mmh. matière. Il est quand même athlétiquement, il est quand même très fort. Techniquement, c'est très propre. Le seul truc, c'est que bah, en ce moment, il y a des joueurs, à mon sens, qui sont meilleurs que lui hein, à Mmh. l'instant T. Hein. Donc, ouais, je sais pas, la question peut-être se posera dans les futures semaines après la Coupe du Monde, mais là, en l'occurrence, bon, Là, Hugo, Thuram, il c'est a. là, Hugo, Ouais, c'est normal que en fait, Ramsey ait remplacé Thuram. C'était niveau profil, naturellement et en plus, comme le disait Pancho, compte tenu des performances malheureusement de Khéphren Thuram ces dernières semaines, c'était le candidat naturel à son remplacement. Ah oui, totalement. Surtout que on l'a vu encore une fois, une nouvelle entrée fantomatique. Donc carrément, Mmh. j'ai carrément oublié qu'il était rentré sur le terrain à la fin du match, tellement il a pas du tout pesé sur la fin de match. Et oui, c'est sûr que Ramsey en ce moment, oui, mérite plus de jouer que Kefren Turan, malheureusement. pour juste contrebalancer avec sur Khéphren Thuram, je pense pas qu'il soit rentré à une position qui était prévue. Parce qu'il est rentré bah, pour remplacer Limina, donc Ouais. on va dire un cran plus bas dans un milieu à 3. Or, à chaque fois qu'il a joué dans un milieu à 3, c'était plutôt, on va dire, en 8, de manière à se projeter. Là, il était contraint d'une certaine façon à être beaucoup plus défensif. Or, dans le profil, bon, il était peut-être un peu bridé. Après, ça n'explique pas sa performance en totalité, mais bon, c'est. Voilà. Ouais, ça explique pas rétroactivement toutes ces dernières semaines, mais très clairement, là, tu le mettais pas dans une situation où il avait une quelconque chance de briller de toute façon et ça fera probablement pas débat non plus. L'OGC Nice, du moment que Mario Lemina est sorti, c'était quand même bizarrement vachement plus compliqué en fait de faire du football avec le ballon, quoi. Bon, Mario Lemina, que tu as encore vu, limite comme troisième défenseur central par moment, limite comme numéro 10 par d'autres. Voilà, bon, encore un match, un volume de jeu dingue, un match complet, l'ovation du public à sa sortie, l'OGC Nice qui est pas loin du naufrage collectif quand il sort. Bon, la dépendance à ce joueur à la fois me terrifie parce que me dire comment ça se fait, mais à la fois je me dire bah quelle chance d'avoir un joueur d'un tel niveau et en plus de ça qui a un leadership, on le sait dans le vestiaire à l'OGC Nice. Mais voilà, je sais pas si vous avez vous aussi envie de dire quelques mots pour Mario Lemina en hommage parce que Il est monstrueux, hein, tout simplement. On peut rien lui reprocher dans son implication, même de plus en plus, je trouve qu'il se projette de plus en plus mmh. offensivement. On l'a vu aujourd'hui il aurait marqué une super frappe d'entrée. Donc, bah, avec Dante et Todibo, c'est les trois patrons de cette équipe et j'espère que physiquement ça va.
parce que si on veut battre Lyon la semaine prochaine, on aura besoin d'un grand Mario Lemina encore. Il reste un match avant la trêve, Pancho, mais donc on va pas tout de suite faire nos bilans, mais comme le disait Hugo, c'est au moins dans le top 3 des meilleurs Niçois cette saison, Mario Lemina, et il l'a encore prouvé aujourd'hui. Top 3 et il est pas troisième. D'accord. Clairement, c'est, oui, régulier, une mentalité, impeccable, présence physique, techniquement il est super propre. On l'a vu effectivement redescendre, au cœur de la défense pour, peut-être apporter aussi une solution à la relance, et un peu, on va dire, étendre le bloc, brestois en deuxième mi-temps qui était un peu plus resserré. Non, franchement top gars, il a l'air de bien s'entendre avec tout le monde. Non, rien à dire, que ça dure, et j'espère qu'il sera à 100% la semaine prochaine parce qu'il y aura vraiment un gros match et des points à aller chercher, j'espère. Messieurs, je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission, c'est l'ouverture de notre dossier, à chacun comme d'habitude. Pour une fois, je vais commencer, parce que bon, on va peut-être dire que je m'acharne, hein, mais vous vous doutez bien de qui, de qui je vais parler dans la liste des joueurs qu'il reste. Alors, je vais quand même retenir un peu mes coups parce qu'il nous a sorti quand même une semaine qui a été Mm. assez intéressante, et bon, c'est le but de la qualification en Coupe d'Europe pour Bilal Brahimi, donc on peut pas non plus l'encenser un jour et le jeter aux orties l'autre, mais euh, bon, un match très compliqué pour lui, et la vérité du terrain, celle qui fait vraiment très très mal, c'est qu'en fait il sort à la mi-temps. Et en fait, à la mi-temps, tu fais rentrer Sofiane Diop, qui avait peut-être pas plus que 45 minutes dans les pattes, d'où ce choix-là de Lucien Favre de poursuivre avec un Bilal Brahimi qui avait été en plus intéressant. C'était légitime pour lui de prétendre à cette titularisation. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a été le jour et la nuit entre la première et la deuxième période. Alors, on peut peut-être pas tout mettre sur le dos de Bilal Brahimi, mais en fait, on s'est rendu compte qu'avec un joueur de foot comme Sofiane Diop, ben, tout de suite, collectivement, ça a été beaucoup plus simple parce que son volume de jeu a été largement supérieur. Techniquement, il s'est permis aussi des choses que peut-être Bilal Brahimi n'est pas en capacité de faire, qui ont fluidifié le jeu de l'équipe. Avant sa blessure, on commençait dans cette émission, je me souviens, à parler de Sofiane Diop dépendance. Et là, en fait, sur 45 minutes, au-delà de l'action du but en elle-même, en fait, on s'est rendu compte que quasiment toutes les offensives niçoises Mm. sont passées par Sofiane Diop, et que du coup, on a été vachement plus dangereux en deuxième période. Alors voilà, est-ce que en fait, il y a encore une place pour Bilal Brahimi dans cet effectif si Sofiane Diop revient? Est-ce qu'il doit se contenter aujourd'hui d'être sa doublure en cas de blessure de Sofiane Diop? Et du coup, on sait que le jeu de l'OGC Nice ne sera pas du tout le même. Ou est-ce qu'on pourrait le voir s'intégrer dans notre effectif, ou peut-être dans l'effectif d'un club en prêt, dans un rôle différent? Et si oui, lequel? Bah, je trouve que il a atteint enfin, sa limite à l'instant T. C'est-à-dire que il a assuré un bon intérim sur les deux trois derniers matchs. Il a été décisif, il a été intéressant dans son profil, beaucoup de courses, beaucoup de centres, beaucoup de percussions, c'est ce qu'on lui demandait. Maintenant, le titulaire à ce poste, c'est Sofiane Diop. C'est avant sa blessure, c'était le maître à jouer de notre équipe, et on a vu que, comme tu le dis, à la mi-temps, ça a changé complètement la donne, mais aussi dans le profil du joueur. C'est-à-dire que Sofiane Diop, il jouait à la place de Brahimi, mais dans le style, mais c'était beaucoup plus qu'un ailier. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il il était à l'initiative des attaques. C'est C'est le lui qui, numéro 10, hein, comme celui qui c'est porte c'est sur son maillot, hein, très c'est clairement. le meneur c'est un meneur de jeu excentré, c'est-à-dire le mec qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Il est indispensable lorsqu'il est à 100%. Donc par rapport à ça, non, Brahimi ne doit plus être titulaire et ne peut plus être titulaire dans cette équipe-là en présence de Sofiane Diop. Par contre, Brahimi, sur les dernières performances, a montré qu'il pouvait être utile, qu'il pouvait être une alternative. Mais c'est clair que, bon, il a ses qualités qui sont les siennes. Elles sont C'est bien d'utiliser le limi pluriel déjà, mais voilà, elles sont limitées, je pense, du moins pour l'OGC Nice, et le projet qu'on souhaite mettre en place. Maintenant, voilà, est-ce qu'il partira dès le mercato hivernal? Je ne pense pas. Ça va dépendre du recrutement.
Hugo, est-ce que pour toi, Brahimi a prouvé quand même qu'il avait le niveau d'un joueur de foot de Ligue 1? Alors peut-être pas celui, attendu à l'instant T, encore une fois, on se projette pas sur les 15 prochaines années de carrière de Bilal Brahimi, hein, mais à l'instant T, pour les ambitions de l'OGC Nice, on voit très clairement la différence, encore une fois, quand Sofiane Diop est rentré. Est-ce que pour toi, son intérêt, ça serait de rester, finir la saison dans ce rôle de doublure, en fonction de l'état de forme physique de Sofiane Diop, ou est-ce que ça lui serait pas profitable de peut-être redescendre d'un échelon, parce qu'en fait il est arrivé de chez nous alors qu'il avait joué que quelques minutes à Angers, hein. C'est pas comme s'il avait fait une demi-saison pleine avec le SCO. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à retourner dans un club intermédiaire comme Angers, ou en dessous, ou voilà, pour enchaîner les matchs, parce qu'on l'a vu là quand il a réussi à enchaîner 3-4 matchs, c'était pas dingue, mais on a vu quelque chose de plus que la saison dernière où c'était des apparitions brèves et catastrophiques. Pour moi, en fait, tout dépend de ce qu'on va décider au mercato, parce que si on prend un ailier gauche dans son profil, autant le faire partir. Mais pour l'instant, moi, je suis pas un grand fan du tout du joueur, mais son profil, avec Youssef Attal, c'est un des rares qui est capable d'amener de la vitesse et de la percussion. Donc pour moi, ce serait un bon joueur de rotation pour des fins de match où on a besoin de débloquer une situation, ou pour des matchs comme à Cologne où on est un peu acculé dans notre camp, on a besoin où sa vitesse peut nous faire du bien pour partir en profondeur. Mais clairement, il n'a pas le niveau pour être titulaire. Et donc, comme j'ai dit, ouais, ça dépend des plans du mercato. Si on prend un ailier de percussion et de profondeur comme le réclame Lucien Favre depuis des mois, autant le prêter. Sinon, autant le garder dans la rotation. Moi, je trouve que ça fait très bien le travail et c'est un profil qu'on n'a pas et dont on a besoin quand même dans l'équipe. Hugo, je te propose de garder la main. Est-ce que tu as, parmi soit les joueurs qu'on n'a pas évoqués, soit les joueurs qu'on a évoqués, ou autre chose de l'actualité du club, un dossier à ouvrir? Je sais pas si c'est vraiment un dossier, mais Gaëtan Laborde, je sais pas vous de votre côté le bilan que vous faites là de sa forme actuelle, parce que moi j'ai vraiment du mal à me positionner sur ce joueur, parce que d'un côté on voit il fait beaucoup d'efforts, il court, il presse, enfin, il se donne à fond, mais je trouve toujours un peu intéressant avec le ballon, un peu pâteau. Il marque de plus en plus, mais il y a une frappe contrée contre Cologne, il tombe, il fait main, il se relève, je lui compte le ballon, donc on a l'impression que c'est jamais en contrôle, c'est jamais maîtrisé. Et je trouve que la connexion avec les autres joueurs se fait pas. Avec Pépé, ça marche pas du tout, il se trouve jamais. Même avec Delors, les peu de matchs où on les a vus, j'ai pas vu la grande connexion comme à l'époque de Montpellier. Donc ouais, je sais pas trop sur quel pied danser avec Gaëtan Laborde et ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que Gaëtan Laborde est responsable en fait de la... J'aime pas trop le mot parce que c'est encore tout lui mettre sur le dos, mais voilà, est-ce qu'il est une des causes principales en fait du fait qu'on soit 19e attaque, parce qu'il a mis beaucoup de poteaux, et s'il avait mis 3-4 buts à l'intérieur, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, en tout cas pas dans une situation de panne sèche comme on connaît, même si, comme le rappelait Pancho, et là il est sur une série de buts marqués quand même. Ou est-ce qu'en fait c'est juste que, un peu comme Nicolas Pepe, vu qu'il n'y a pas trop de schéma clair devant, ils dézonent tous les deux, donc en fait ils se trouvent jamais parce qu'ils savent jamais où ils sont, parce qu'ils vont participer collectivement au jeu, ils vont se réaxer, ils vont se chercher et se tourner autour sans se trouver, ou est-ce que c'est lui, voilà, individuellement, d'où vient le problème? Je sais pas ce que tu en penses, Pancho, mais je partage un peu le diagnostic d'Hugo, de dire, bah, là ça va mieux parce qu'il marque, tu peux pas lui reprocher de pas faire d'efforts parce qu'il court beaucoup, il touche beaucoup de ballons. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais à la fois tu te dis qu'avec un poil plus d'adresse, il serait à peut-être 6 ou 7 buts marqués, et dans ce cas-là, tu aurais déjà des maillots floqués la Borde partout au stade. Enfin, voilà. Tu as l'impression que ça tient pas à grand-chose, mais ce pas grand-chose, tu sais pas mettre le doigt dessus. Bah, en fait, le problème des avant-centres, c'est qu'on va les juger sur les stats. Et que les stats de la board, c'est insuffisant. Factuellement, c'est pas encore ça. Par contre, moi je trouve quand même que il y a eu quand même il y a beaucoup d'efforts déjà, pressing. Ça court énormément. Il y a des combinaisons qui fonctionnent aussi. J'ai en mémoire une action en deuxième mi-temps où il fait une talonnade en relais avec Boudaoui qui tire sur le gardien. Donc, il y a de la combinaison qui fonctionne. Vous parliez du manque de lien avec Pépé. Je pense qu'effectivement,
peut-être que Laborde en est aussi responsable, mais je trouve que c'est surtout Pépé pour le coup qui n'est pas dans son assiette depuis jeudi. Ça peut basculer très rapidement parce qu'il a touché combien 5-6 fois le poteau. Tu dis qu'il manque, qu'il Ouais, manque il en met peu. la Je trouve que. moitié, c'est idolo, quoi. Et Donc, ouais, c'est ça le truc. ouais. Et on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. S'il met la moitié des frappes sur le poteau, on se dit, bon, bah super, l'intégration, etc. Moi, je trouve que quand même, il a les deux pieds, techniquement, c'est assez propre. Ça court vite. Ça court aussi, ça fait des efforts. Ça va être utile. Et surtout, il a une mentalité, je pense, qui correspond à ce qu'on attend des joueurs de l'OGC Nice. Un peu, voilà, la mentalité un peu à la Delors aussi. Voilà, un peu, voilà, on l'a vu plusieurs fois. Être voilà, vivre le truc à fond, quoi. Je le vois encore sur le penalty de Pépé contre Nantes, fêté devant la BSN. Enfin, je veux dire, je pense qu'il peut être vraiment vraiment utile, mais il est pas arrivé dans le meilleur contexte, autant par rapport à la situation du club en interne que sportivement. Mmh. Bon, après, on sait que la roue tourne petit à petit pour l'OGC Nice et en fait, ça passe aussi par Gaëtan Laborde qui a un peu plus de réussite. C'est sûr qu'en fait, s'il marquait pas, comme tu le disais Hugo, le but en glissant et en le poussant de la main, le but où il détourne du dos, mais les actions construites qu'il met sur le poteau, on se poserait peut-être moins de questions. Mais bon, après comptablement, ça revient au même et au final, même si ça n'a pas été forcément aussi flamboyant que la fin de saison d'Andy Delors, l'année dernière, et ben en fait, il stat malgré tout et puis il a à peu près tenu correctement l'intérim en l'absence de Andy Delors. Donc de ce côté-là, c'est une réussite. Avant de clôturer l'émission, messieurs, un dernier sujet qu'on n'aurait pas abordé, dont vous souhaiteriez débattre, ou est-ce qu'on clôture avec enfin, cette semaine qui nous sépare du dernier match de l'OGC Nice avant la trêve? Mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour moi la prestation de Nicolas Pepe cet après-midi, dans la lignée de ce qu'il a fait jeudi soir. Ça faisait quelques matchs que c'était, on va dire, le seul qui nous apportait des points. Là, il a l'air dans un creux. Donc tant mieux, il y a d'autres joueurs qui se révèlent et Diop revient de blessure. Mais voilà, j'ai pas les éléments qui expliquent son niveau. Mais là, entre jeudi soir où il a été catastrophique et là cet après-midi où il a rien réussi. Bon, moi je pense qu'on est en droit d'en attendre quand même beaucoup plus de ce joueur-là, d'autant plus que contractuellement, c'est un prêt sans option d'achat, donc il est censé être opérationnel et performant. Or là, cette semaine, voilà, compliqué, c'est tout. Hugo, c'est quoi? C'est un joueur qui est en réalité un peu surcoté. C'est physiquement et par rapport à ses dernières saisons, il n'avait plus l'habitude d'enchaîner autant les matchs et du coup, c'est logique que ses cannes le tirent un peu après des très bonnes prestations, hein, au retour de la trêve internationale qu'on avait souligné. Est-ce qu'au final, un peu comme on le disait avec Gaëtan Laborde, bah, c'est un manque de réussite, un manque de fluidité collective qui fait que ben, du coup, ça pèse aussi sur ses performances individuelles? Où est-ce que tu mettrais le curseur pour expliquer cette petite baisse de régime de Nicolas Pepe? Enfin, bon, moi, tu l'as dit, c'est clairement physique parce que depuis le retour de la trêve, on joue quasiment tous les 3 jours et il est titulaire depuis, il me semble qu'il était remplaçant à Paris et depuis il est tout le temps titulaire. Donc forcément, vu qu'il sort d'une saison blanche et qu'il a beaucoup enchaîné et qu'il a été, je trouve, décisif et il nous a fait beaucoup de bien Bien sur la sûr. profondeur, même face au but. Donc c'est, je trouve, légitime et normal qu'il ait un coup de moins bien physique et pour moi, en tout cas, c'est ressenti clairement comme ça. C'était physiquement il avait du mal il a peu proposé, il avait du mal aussi à faire les retours. Et Favre l'a confirmé au micro de Prime en fin de match, qu'à un moment il avait tenté de passer en 4-5-1, 4-3-3 avec Pépé sur un côté et qu'il avait dû vite changer parce que Pépé était trop fatigué pour faire les efforts sur le côté. Donc pour moi, je pense qu'il Hmm. n'y a pas à s'inquiéter. Je pense que c'est clairement physique et que la trêve va lui faire du bien. Tant mieux. Espérons, messieurs. Je vous quitte sur peut-être un petit bon, un pronostic si vous voulez, mais du coup, qu'est-ce que vous attendez du prochain match face à Lyon? Alors, Pancho, tu en parleras plus longuement Hmm. dans le club Pancho, et j'imagine, Hugo, vu que tu es invité dans Cop Aiglon sur BFM Côte d'Azur lundi également. Mais en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de ce dernier match face à Lyon? On a fait le taf, on est revenu dans le top 10. Du coup, c'est un match qui est bonus.
Ou est-ce qu'au contraire, alors on enregistre avant l'Olympico, quelle soit la façon dont on appelle ce match, de ce soir, donc on ne sait pas à combien de points on est de Lyon, mais la perspective éventuellement, selon le résultat de ce soir, de les rejoindre au classement, de leur passer devant. Du coup, il faut absolument essayer de l'emporter. Comment est-ce que vous, quel est l'enjeu pour vous en fait de ce match? On avait parlé d'une semaine à 4, enfin une semaine à 4 points, plutôt 4 points sur les 2 derniers matchs comme étant très correct. On en a déjà 3. Bah, pour moi, c'est pas bonus dans le sens où tu as déjà perdu suffisamment de points depuis le Mmh. début de saison. Trop de points pour te dire bon, bah voilà, dernier match avant la trêve, on le prend à la cool. C'est un match qui est très important, voilà, contre un adversaire direct. Euh, Bon, ça nous réussit, je crois, statistiquement sur les dernières saisons, les déplacements à Lyon. Euh, je sais pas trop pour le pronostic. Je vais dire allez un partout. Un partout, ce serait bien un petit match nul. Mais c'est surtout que voilà, si tu prends une valise, parce que là Lyon ça va Mmh. quand même un peu mieux depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Ben on va se dire ouais, pas mal depuis la trêve, mais par contre on termine sur une valise et tu pars. Enfin, tu fais cette trêve Coupe du Monde en te disant que le dernier match, bah, tu as pris 3-0 au Parc OL, quoi. C'est Donc, aussi, c'est aussi important pour le classement que pour la tête, Pancho, Hugo? Bah ouais, c'est sûr. Et puis moi, je pense que ça va être surtout un match très intéressant parce que Lyon, c'est une équipe qui est un peu dans la même situation que nous, quoi. Un début de Mmh. saison catastrophique et petit à petit du mieux. Donc ça va être intéressant de voir bah, pour nos ambitions pour l'après-trêve, si on est capable déjà de réaliser un gros match à l'extérieur face à un de nos concurrents, censé être un de nos concurrents pour l'Europe, et surtout si on arrive à avoir du mieux dans le jeu, parce que là, ça fait quand même quelques matchs que le contenu est quand même un peu moyen. Et donc là, un match où il y aura moins de pression que sur cette semaine, la Cologne et Brest. Si on va être capable de se lâcher, de se dire c'est le dernier match sur la trêve, donc il faut qu'on finisse bien contre un concurrent. Donc ouais, moi je vais surtout attendre dans le jeu et dans le contenu ce match contre Lyon. Ouais, un match nul, ce serait quand même satisfaisant, même si bon, on espère toujours la victoire et on ne boudera pas notre plaisir si on va la chercher comme à Lorient. Mais au final, si tu fais un match nul face à Lyon, une équipe qui, voilà, tu resteras, quel que soit le résultat face à Marseille ce soir, à portée de tir pour la suite de la phase aller et la phase retour. Et ça confirmerait qu'en fait, tu es capable d'aller décrocher un résultat chez tes concurrents directs à l'Europe. Ouais, exactement. Je pense exactement pareil. Et puis avec les retours de Diop et Delors qui est revenu aujourd'hui, on va essayer d'enflammer ça et de bien finir, quoi. Ouais, bon, se donner de l'espoir, se donner toujours des raisons d'y croire et de continuer à espérer une issue positive à cette saison, ça va quand même beaucoup mieux, hein, même si bon, 9e du championnat et 19e attaque, on va très clairement pas s'en satisfaire, mais bon, il y a cette qualification en Coupe d'Europe pour les huitièmes de finale en plus, hein, du coup avec un tour en moins pour l'OGC Nice. Et puis bon voilà, ça va mieux au classement, ça va un peu mieux dans le jeu, on a récupéré quasiment tous nos joueurs blessés, à part Marcin Bulka, on va y aller quasiment avec l'armada complète probablement à Lyon, même si certains seront peut-être un peu courts encore pour être titulaires, et je pense notamment à Andy Delors et à Sofiane Diop. Mais voilà, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de raisons d'espérer, et ça serait bien de clôturer cette première partie de saison sur un résultat positif pour pouvoir capitaliser là-dessus. On se rappelle que l'OGC Nice va revenir en amical dès le 17 décembre à la maison face à l'Atalanta, et après pour la 16e journée de championnat, la reprise ce sera le 28 décembre face à Lens. Là aussi un match qui pourrait coûter cher. Bon, Lens c'est quand même 14 points devant nous pour l'instant, donc on va peut-être pas penser à une remontada tout de suite. Mais en tout cas, ça passera par ce genre de match, faire des résultats à la maison face à des concurrents directs si on veut espérer reterminer dans le top 6 la saison prochaine. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie, d'avoir échangé avec moi sur ce match, d'autant plus que c'est quand même vachement plus positif de parler du gym quand c'est pas une émission thérapie, même si vous Mhm. l'aurez entendu, on trouve toujours de quoi critiquer, décortiquer, mais on essaie quand même d'être constructif. Hugo, merci. Une première titularisation de qualité, j'ai Mhm. envie de dire. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Bon cop et glon Bon, ce lundi soir. Et puis à tout le monde, bonne rentrée pour ceux qui nous écouteraient lundi matin et qui reviendraient de vacances. Et d'ici vendredi prochain, Issa Nissa. Issa, Nissa. c'est ça.